essayer d'être resté pour cette seconde partie. Donc on va attaquer la partie du débat. Donc je vais vous présenter tout d'abord les intervenants. Donc avec nous ce soir dans le camp des pour, Madame Adamara, secrétaire nationale du Parti Socialiste. Également Monsieur Cédric Baudouara, coordinateur du Parti Socialiste. Et Madame Oriane Engel, conseillère générale et jeune leader radical vaudoise. Donc pour le débat de ce soir, je vous propose tout d'abord on se concentre sur le principe du RBI, donc sur la philosophie du RBI. Et ensuite on passera sur les conséquences si jamais le texte passe par rapport aux pistes de financement qu'on peut avoir ou d'autres conséquences qui puissent découler de l'acceptation de ce texte. Donc je propose tout d'abord à Madame Adamara de commencer le débat. Donc, que pensez-vous du RBI? Pourquoi le soutenez? Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, merci beaucoup aux organisateurs de ce débat de nous accueillir, nous, les opposants et les EPS qui la soutiennent pour ce débat. Vous dire tout d'abord que même si vous voyez deux PS, un pour, un contre, ça montre un petit peu aussi le débat qu'il y a à l'intérieur du parti aussi sur cette question. Et je tiens à dire que c'est un débat et qu'au fond, pour moi, peu importe le résultat, nous sommes gens à partage de pas beaucoup d'illusions, mais au-delà de ça, je crois que vraiment ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse débattre du fond. Donc c'est la troisième fois qu'on débat ensemble avec Jean-Christophe, on se connaît un peu maintenant et les arguments. Voilà. Alors, pourquoi je suis, c'est quand une question, pourquoi je suis pour le RBI? Donc d'abord simplement vous dire aussi que je ne suis pas initiatrice, je n'étais pas dans le comité des émissions, mais je m'engage à soutenir ce texte. Je le soutiens pour différentes raisons. D'abord parce que je pense qu'il va donner un potentiel de rapport de force aux précarisés de la société. Je m'occupe beaucoup dans les associations de personnes, dans les associations que je préside, de personnes précaires. Et qu'est-ce que je constate? C'est un constat que peut faire le PS aussi, c'est qu'il y a certains boulots, certains travaux où vous êtes vraiment démunis par rapport à votre employeur. Vous ne pouvez pas négocier le salaire, vous ne pouvez pas négocier les conditions de travail, elles sont très difficiles parfois pour plusieurs d'entre eux. Donc j'estime, alors c'est vrai que dans le texte de l'initiative, il n'y a pas une somme, les émissions parlent de 2500 francs par personne. Je me dis que ceux qui ont des boulots pas très chouettes, précarisés, ceux-là, ils auront une arme en plus pour pouvoir déjà négocier quelques conditions de travail acceptables. Parce que quand vous n'avez pas votre mot à dire, vous avez juste une boule au ventre, parce que si vous l'ouvrez, on va dire je te licencie, salut, on ne dit rien. Si on sait qu'on a à la base de 1500 francs juste pour pouvoir vivre un petit peu, en tout cas se loger, pouvoir acheter quelques vêtements, je ne sais pas quoi, voilà, déjà, on va enlever cette peur. J'aime l'idée aussi du RBI pour les femmes, parce que les femmes aujourd'hui, mesdames, vous le savez, c'est encore nous qui faisons la double journée, un petit peu les hommes, mais souvent le travail pour celles qui ont arrêté de travailler, soit parce qu'il n'y a pas de place en garderie, soit parce que ça coûte trop cher, il vaut mieux rester à la maison, le travail qu'on fait avec les enfants, d'élever, de nettoyage, etc., il est reconnu en rien d'un point de vue valeur. Donc, on fait ça avec du bénévolat, quelque part, avec amour certes, mais quand même pas du tout rétribué. Là, il serait rétribué. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Une femme, la plupart du temps, c'est elle qui travaille à temps partiel. Et quand elle est au chômage, elle a le 70% d'un salaire de temps partiel. On est déjà désavantagé par rapport aux hommes, sans évidemment parler de la LPP et de l'AVS ensuite. Alors, les femmes sont désavantagées d'un point de vue assurance sociale. Et puis le dernier point, après je laisserai les autres parler, on en parlera tout à l'heure. Un autre point, ce qui me plaît dans cette idée, c'est que c'est un revenu de base inconditionnel. Inconditionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas, aujourd'hui, pour recevoir une aide sociale, alors moi je suis pour les aides sociales, je me bats avec mes camarades Jean-Christophe Schwab, on se bat tout le temps, etc. Mais on assiste aujourd'hui de plus en plus à une aide sous condition. Ça veut dire que vous devez correspondre à telle condition pour pouvoir obtenir une aide sociale. Et on vit aujourd'hui dans une société où on met de plus en plus de difficultés et de conditions pour pouvoir obtenir une aide sociale. Et cette idée de inconditionnalité, c'est plus un revenu d'ailleurs. L'existence, c'est un revenu d'existence. Vous existez
vous avez cette somme qui vous revient pour pouvoir vous faire. Et je trouve que c'est extrêmement libérateur et émancipateur. Voilà. Merci beaucoup. Donc, M. Baudouin, est-ce que vous rejoignez aussi cette notion du RBI qui permet aussi de libérer l'individu du travail? Alors, moi déjà, jusqu'à ce que tu me contactes, je venais de prendre ma décision 2 jours en arrière. Enfin, j'étais vraiment partagé sur le sujet, c'est vrai que j'ai pesé le pour, le contre. Ce que j'ai vu déjà dans le compte du nom, c'est 2500 francs par mois. Donc déjà, ça m'a même interpellé ce chiffre, d'où ils le sortent, etc. Et de par mon expérience professionnelle, notamment j'ai travaillé pour un prestataire de services de l'OFS où on devait interroger les ménages, c'était dans le cadre de l'enquête suisse sur la population active. On demandait à une famille par exemple de 4 personnes avec 8000 francs, comment est-ce que vous tournez? Les Valaisans ils disaient ça va parfait, à Genève ils disaient c'est la crise. Donc déjà 2500 francs inconditionnels, c'est vrai qu'il y a quand même un problème de disparité au niveau des cantons et des niveaux de vie de ces cantons. Mais ce qui m'a semblé vraiment intéressant dans ce débat déjà, c'est que je remarque surtout au niveau à l'approche de toutes les votations, de par mon implication politique, il y a toute la diaspora politique sur Facebook, un peu on se connaît, donc dès que quelqu'un met un statut, on n'a même pas besoin de le lire, on sait déjà ce qui va être dit. Mais là, étonnamment, c'est des gens que je connaissais d'habitude comme apolitiques, qui sont vraiment intéressés au sujet. Et là, j'ai l'impression qu'on quitte un peu le débat politique, on est vraiment rentré dans un débat de société. Alors déjà au niveau de l'emploi et du travail, moi je tiens à distinguer les deux. C'est que j'ai l'impression que l'emploi actuellement, il phagocyte le travail. Donc le travail qui était depuis des dizaines de milliers d'années, voire même des centaines de milliers d'années, un moyen de subsistance pour soi-même et puis pour la tribu, eh ben, c'est devenu insidieusement un emploi au service d'un système dont je vois qu'il commence à montrer gentiment, dont je sens qu'il montre gentiment ses limites. Et j'ai l'impression justement que cet emploi phagocyte le travail. Donc Adam Morel a parlé justement de ces mères au foyer. C'est ça le problème, c'est que on n'a même plus le temps maintenant de participer justement au lien de ce qu'on appelait la tribu à l'époque, parce que maintenant ça s'est réduit au cercle familial. Et puis aussi, c'est un deuxième point qui m'a aussi intéressé, parce que j'ai vu dans les débats, oui, notre système social actuel, il va très bien. Mais j'ai l'impression que notre système social actuel, il favorise, je connais, j'ai vu des gens qui abusaient clairement des assurances sociales, mais qui professionnalisent justement le fait d'abuser de ces assurances sociales. Dans le sens où ces personnes, du moment qu'elles se retrouvent par exemple, notamment dans le cadre de l'assurance invalidité avec des conditions très rigides et très strictes, c'est des personnes qui, avec une petite rente, elles aimeraient travailler plus, mais elles ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'elles se verraient supprimer leur rente et puis elles retomberaient dans une sorte de précarité potentielle si l'emploi, si justement les conditions de santé venaient de nouveau à se dégrader. Et c'est le parcours du combattant pour retrouver justement ces prestations. Et puis aussi un sujet qui m'a pas mal intéressé, c'est l'automatisation croissante des tâches. Alors oui, on a tendance à dire, on a connu des révolutions, la révolution industrielle, etc. Puis là, ça va se réguler par soi-même. Le problème, c'est que je remarque que les cols blancs, généralement, eux, ils se sentent clairement en sécurité parce qu'on fait marcher le cerveau, on fait marcher les méninges, et donc on n'a pas vocation à être remplacé dans un avenir plus ou moins proche. Ça, ce sera l'eau des caissières ou bien des petits boulots répétitifs. Déjà, on voit que ce qu'on a, typiquement là j'ai un iPhone, c'est déjà un robot qui est beaucoup plus puissant et beaucoup plus intelligent que les simples robots qui sont destinés à remplacer les caissières. Et maintenant, on a un processus d'automatisation des tâches qui est en marche et qui va épargner globalement personne. Enfin, ça va commencer par la route, et puis notamment tous les métiers de la route, et il y a une quantité astronomique de métiers qui sont voués à disparaître ou être proportionnellement réduits. Et je me demande qu'est-ce qu'on va faire quand tous ces gens, comme vous, comme moi, qu'on forme ici, quand on sera devenu inutile parce qu'il ne servira à rien de postuler pour un emploi lorsqu'on sera un humain. Et je pense que le RBI, il apporte déjà des pistes de réflexion. Je n'ai pas été plus loin au niveau de l'imaginer, au niveau de la mise en place de ce système, mais rien que par le débat qu'il suscite, il met clairement en valeur justement cette crainte quand même par rapport à cet avenir qui s'annonce quand même relativement incertain, même pour le secteur tertiaire au final. Merci.
Maintenant, M. Jean-Christophe Schwab, on a pu entendre de la part d'Adamara que le RBI va aider les personnes qui sont précarisées. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez une vision d'aider ces personnes qui sont précarisées? Alors, tout d'abord, j'aimerais aussi vous remercier pour l'organisation de ce débat. Dire, comme ça a été dit par M. Baudouin-Rac, c'est un débat qui est extrêmement intéressant. D'ailleurs, Ada l'a relevé aussi, qu'on soit pour, qu'on soit contre, ça permet de poser certaines questions fondamentales qui font du bien à tout le monde, à mon avis. Peut-être une autre parenthèse, je devrais malheureusement partir assez vite après, parce que j'étais le siège du conseil communal juste après ce débat. Moi, je pense que le RBI, c'est une triple fausse piste. Alors, tout d'abord, par rapport à la question de la précarité. C'est vrai que sur le papier, on pourrait se dire, si on donne un certain montant à tous les salariés vont améliorer le rapport de force, ils vont avoir de meilleures armes de négociation face aux employeurs potentiels. Ils seront dans la situation de pouvoir refuser un emploi dont les conditions ne leur plaisent pas. À ce moment-là, si les employeurs ne trouvent plus la main-d'œuvre pour ces emplois, ils seront obligés d'améliorer les conditions de travail et de salaire. Donc, grâce au RBI, on pourrait réduire la précarité. Moi, je pense que c'est une fausse piste. D'une part, parce qu'il y a déjà des situations dans lesquelles les salariés seraient en situation de pouvoir dicter leurs conditions. Il y a des branches dans lesquelles il y a des pénuries de main-d'œuvre. Je prends par exemple le secteur de la santé, notamment la santé parapublique, les aides-soignants dans les EMS. Il y a une grosse pénurie de main-d'œuvre qualifiée, voire même non qualifiée. Pourtant, les conditions de travail restent déplorables depuis des années. Et ça ne changerait pas avec le RBI, parce que ce qui fait que les conditions de travail sont mauvaises dans une branche, c'est le défaut d'organisation collective des salariés. Vous avez des branches dans lesquelles on pourrait se dire les conditions de travail sont mauvaises, par exemple le bâtiment, mais parce que les ouvriers ont su s'unir, parce que vous avez 60 à 80% de syndiqués qui sont capables d'amener une force de négociation, eh bien les conditions de travail sont nettement meilleures qu'elles en ont l'air, elles sont surtout nettement meilleures que dans d'autres branches où on pourrait se dire la pénurie de main-d'œuvre fait que les salariés ont des meilleures armes. Et puis le RBI, alors non seulement il ne change rien à cet état de fait, mais à mon avis, il est même nuisible à cet état de fait parce que en donnant un certain montant à tout le monde, il fait courir le risque qu'au lieu que les luttes soient collectives, au lieu que tous les salariés s'unissent pour améliorer leurs conditions de travail, qu'au fond chacun mène sa lutte de manière individuelle en disant j'ai mon coussin de sécurité à 2500 francs, donc je peux aller moi tout seul négocier avec mon employeur. Et ça, c'est quelque chose qui marche absolument jamais. Les progrès en matière de conditions de travail, ils s'obtiennent toujours de manière collective. Le deuxième problème auquel le RBI ne répond pas, c'est la question de la propriété des moyens de production. Le RBI ne change rien au fait que celui qui peut dicter les règles sur le marché du travail, voire même dans l'économie en général, c'est celui qui possède les machines, c'est celui qui possède les terrains, c'est celui qui possède la technologie. Et ça, cette situation, elle est aggravée avec la numérisation de l'économie, dont moi, je n'ai pas forcément peur, parce que ce n'est pas la première fois que l'économie subit une révolution industrielle qui a changé du tout au tout la façon dont on a abordé la production de biens et de services. À chaque fois, on a prédit la mort du travail. À chaque fois, l'emploi a quand même sauvé sa tête et on a même eu une croissance du niveau d'emploi et des conditions de travail. En revanche, tant qu'on ne change pas la question de qui possède les moyens de production, de qui détient les entreprises, de qui détient le capital, eh bien, on n'aura absolument pas résolu le problème des conditions de travail, et ça, le RBI ne va rien y changer. J'en viens à mon deuxième argument. Le RBI, à mon avis, une fausse piste en matière de redistribution des richesses. M. Cluzel a dit tout à l'heure que ce n'était pas son objectif principal. Maintenant, c'est quand même un des objectifs principaux des opposants, c'est de dire on va redistribuer les richesses. Sauf que, alors d'une part, l'initiative ne dit pas comment elle va s'y prendre. Dans le texte de l'initiative, c'est absolument rien mis comment ce qu'on va financer. Ce qui fait que ça n'exclut pas un mécanisme de redistribution des richesses à l'envers, par exemple via la TVA. Vous avez certaines émissions qui préconisent une augmentation massive de la TVA pour financer le RBI. Alors, mis à part tous les problèmes économiques que ça pourrait poser, si on finance le RBI avec une taxe indirecte qui frappe indépendamment le pauvre et le riche, eh bien, on a un effet qui n'est pas redistributeur des riches vers les pauvres, mais on a un effet redistributif inverse des pauvres vers les riches. Alors maintenant, vous me direz, ce serait tout à fait possible d'envisager un financement du RBI qui
qui soient redistributeurs des richesses et puis qui réduisent les inégalités entre les très hauts revenus et les très bas revenus. Maintenant, c'est vrai que c'est tout à fait possible, hein. Ça, j'ai même plein d'idées, je pense que les initiants aussi, pour parvenir à un modèle de financement qui soit redistributeur dans le bon sens. Mais maintenant, est-ce que c'est vraiment le bon moyen de redistribuer les richesses? Est-ce que donner 2500 francs à tout le monde, qu'on soit sans le sou ou millionnaire, c'est vraiment le meilleur moyen de redistribuer les richesses? Et moi, j'en suis pas sûr. Je pense que du moment qu'on décide de redistribuer les richesses un petit peu plus que ça se fait aujourd'hui, je pense qu'on aurait meilleur temps de prévoir un système avec des aides ciblées ou alors avec des prestations de services publics plutôt que par une politique d'arrosoir qui, en plus, avec 2500 francs, on a vu, n'améliorerait pas fondamentalement la situation des salariés. Et puis, ceux qui touchent beaucoup, 2500 francs de plus ou de moins, ils s'en fichent. Et même, moi, je crains que le RBI en soi, même couplé à un mécanisme de redistribution intéressant, aggrave les inégalités parce que si vous déduisez le montant du RBI de tous les salaires, ce qui est une des variantes malheureusement les plus probables, ça veut dire que vous allez diminuer la rémunération du travail. Or, la rémunération du travail, c'est une rémunération pour la richesse que le salarié a produite. Alors, on sait qu'aujourd'hui, ce système n'est pas parfait, que toute la richesse qui est produite par les salariés ne retourne pas aux salariés, mais demain, si on baisse les salaires, ça veut dire que la richesse produite par les salariés va rester la même, simplement l'employeur se mettra une plus grande part dans la poche, parce qu'il devra verser moins de salaire. Alors après, peut-être que le mécanisme de redistribution pour financer le RBI corrigerait cela, mais peut-être pas. En tout cas, l'initiative ne le dit pas. Puis le dernier point, c'est sur l'égalité des sexes. Moi, je pense que c'est aussi une fausse piste en matière d'égalité des sexes. On parle de reconnaître le travail qui est actuellement non rémunéré, notamment le travail d'éducation et puis de soins des enfants, de soins des proches. Et au fond, si on se met à dire que Madame pourra rester à la maison avec son RBI, elle n'aura plus besoin d'avoir un salaire. Et puis, à l'inverse, on n'aura plus besoin d'encourager les hommes à ce qu'ils s'occupent des tâches ménagères, parce qu'au fond, on dit, on pourra continuer à confier ça aux femmes sans arrière-pensée, parce qu'au fond, il y aura le RBI pour ça. Je ne dis pas que cette répartition, elle est juste au contraire. Maintenant, le problème, en décidant de reconnaître une part de ce travail actuellement non rémunéré, on cimente les schémas sociaux qui sont le fruit d'une société qui est, depuis des siècles, voire même des millénaires, sexiste et patriarcale. Et je pense que si on veut arriver à l'égalité, il faut d'abord casser ces modèles de répartition des tâches avant de décider d'en garder certains, mais en les payant. Merci beaucoup. Donc maintenant, on finit notre tour de table avec Madame Engel. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord? Je sais que chez les jeunes niveau radicaux, la notion de liberté est très présente. Est-ce que le fait que le RBI permet un travail libre, permet de choisir son travail, est-ce que vous partagez cette vision? Alors, donc la dernière fois, merci pour l'organisation, parce que ça me fait plaisir de débattre dans les locaux où j'étudie aussi. Et puis, alors chez nous, le RBI a aussi fait débat. On a des libertariens dans notre camp qui étaient favorables à un revenu de base, mais un revenu de base qui était destiné à compenser toutes les aides sociales, donc à supprimer l'AVS, l'AIH, tout ce que vous voulez, et instaurer le RBI. Donc c'est aussi fait débat. À titre personnel, je suis contre le RBI et contre aussi cette forme de RBI. Alors, pour nous, l'argument principal, c'est vrai que ça correspond à un affaiblissement de l'économie. Je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. À mon sens, on a fait d'énormes progrès aujourd'hui, on en a encore à faire au niveau de la valorisation du travail des femmes aussi, en promouvant le travail à temps partiel. Et puis aujourd'hui, les personnes qui travaillent et qui ont un salaire égal au RBI ou inférieur n'auraient plus intérêt à exercer une activité lucrative. Donc si vous prenez l'exemple traditionnel de la femme qui travaille par exemple à 50% et de l'homme à 100%, si à 50% on gagne 2500 francs, vous aurez tout intérêt peut-être à rester à la maison et pouvoir vous occuper de vos enfants et de votre famille plutôt qu'à vouloir continuer de travailler pour gagner la même chose. Et puis, on y reviendra tout à l'heure par rapport au financement. Il va falloir financer ce RBI. Et c'est qui va le financer? Comme d'habitude, c'est la classe moyenne, puisqu'on va devoir automatiquement passer par une hausse des impôts. C'est obligatoire. Et puis, pour moi, la discrimination, elle se crée à l'envers aussi, puisqu'on dévalorise l'activité
professionnelle. Et puis, on aura un problème aussi qui va se manifester par le biais du travail au noir. Et ça, on risque clairement d'augmenter aussi ce biais-là. Et M. Knuzel parlait tout à l'heure de la délocalisation. La hausse d'impôts va toucher non seulement les personnes physiques, mais aussi les personnes morales. Donc la délocalisation, elle aura lieu aussi. Et qui dit délocalisation, dit moins de cotisations sociales, dit augmentation d'impôts, et le cercle vicieux s'enchaîne. Donc voilà un petit peu pour cette vue d'ensemble. Il y a aussi, il faut savoir que le RBI ne va pas remplacer